reviens sur la question de l'autonomie des phénomènes les uns par rapport aux autres. Dans le domaine de la nature, c'est faux. Dans le domaine de la nature, il y a une interaction. Dans le domaine de la technique, c'est vrai. Si par exemple je lance un disque, un CD, il va jouer, ce CD va jouer, peu importe ce qui se passe autour de lui. Il n'a rien à foutre. Si quelqu'un lit un texte devant un public et qu'il lit son texte et qu'il ne fait absolument pas attention au public, le public peut être ce qu'il veut, peut même parler à un mur, le texte sera lu de la même manière. Donc, il y a dans la processus... Alors, c'est intéressant, parce que quand on a affaire à un phénomène mécanique, on sait que ce phénomène-là, il est autonome, donc il peut être étudié facilement, puisqu'il n'y aura pas de perturbation. Bon, évidemment, par exemple, si quelqu'un lit un texte et qu'un type arrive en disant arrêtez de lire, etc., bien sûr que là, il y aura une perturbation. Mais d'une manière générale, à un niveau plus subconscient, si vous voulez, il n'y a pas d'interaction. Les femmes, par exemple, les émetteurs, les gens qui émettent, ils peuvent émettre... il peut y avoir le bruit pas possible autour, il peut y avoir n'importe quoi qui se passe autour, ils vont émettre ce qu'ils ont à émettre. Ils vont dire ce qu'ils ont à dire. Parce qu'ils fonctionnent comme des machines. Donc là, c'est intéressant, ce clivage, la machine est imperturbable dans son processus. En revanche, quand on est dans le domaine de la nature, dans la nature, tout interfère, tout est interdépendant. Voilà le point qui me paraît important. Et je l'avais déjà dit plusieurs reprises, j'avais dit à quel point certaines personnes qui sont dans l'émission, ils émettent, et puis voilà. Par contre, quelqu'un qui est dans la réception, lui, il va capter des choses. Et donc son émission, elle sera constamment perturbée par ce qu'il va capter. Alors, par exemple, les planètes, comme souvent on donne cet exemple, Étienne Klein l'a encore repris il n'y a pas longtemps, les planètes, si la planète, elle va tourner, mais s'il y a une autre planète à côté, ça va modifier son processus. C'est comme ça qu'on a découvert Neptune par rapport aux perturbations que subissait Uranus par rapport à ce qu'il aurait dû normalement suivre comme processus, comme périple, comme parcours. Donc, je crois que c'est un point, en écoutant un certain nombre de chercheurs, j'ai l'impression que c'est un point qui n'a pas été clarifié. Cette espèce de frontière entre la science et la technique, la science et l'art, je crois que ça n'a pas été exploré correctement, épistémologiquement, et que c'est un défaut majeur de la pensée scientifique contemporaine. Bon, voilà. Alors, effectivement, je reviens, pour terminer, j'aime bien quand Étienne Klein, par exemple, il dit quand quelque chose ne va pas, quand une loi n'est pas vérifiée, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut penser? Est-ce qu'il faut penser que la loi est fausse, ou que la loi, ou qu'il y a quelque chose qui a perturbé le fonctionnement de cette loi, qui a interféré avec cette loi? Alors, le cas classique, c'est les gens qui disent oui, il y a eu des perturbations, oui, il y a d'autres facteurs à considérer. Effectivement, dans ce cas-là, on ne peut jamais savoir exactement s'il y a une loi. Hein, si je prends une définition douteuse de n'importe quoi, et ça ne va jamais marcher, mais on pourra toujours dire qu'il y a des éléments de perturbation. Donc la perturbation, l'argument de la perturbation, risque de relativiser complètement l'élaboration d'une loi. C'est pour cela que je dis, c'est important de déterminer si on est dans le domaine de la physique ou dans le domaine de la technique. Si on est dans le domaine de la physique, l'argument de la perturbation fait sens, si on est dans le domaine de la technique, il ne fait pas sens. Par exemple, la plupart des objets dont on se sert, des outils, ne sont pas tributaires des éléments extérieurs, en général. Hein, et en plus, ils peuvent s'appliquer à des éléments extrêmement divers. Un marteau, par exemple, c'est un marteau, mais il va pouvoir s'appliquer à des tas d'objets. Mais le marteau reste le marteau. En revanche, vous avez des êtres qui vont être affectés par leur environnement, par la situation. Par exemple, un pistolet, s'il devait être tout seul, eh bien, il va tuer n'importe quoi. Si quelqu'un tient le pistolet,
bah, il va peut-être se dire ça, je ne vais pas tuer cet enfant, etc. Donc il va y avoir des éléments qui vont perturber parce que on n'est plus dans une mécanique. Dès qu'on sort de la mécanique, il y a une dimension éthique qui se pose, si vous voulez. Et éthique qui va dire, oui, effectivement, normalement je devrais faire ça, mais je ne vais pas le faire. Parce que l'éthique, ce n'est pas tellement ce que je dois faire, c'est aussi ce que je ne dois pas faire. Voilà sur le sujet que je voulais aborder. Et puis je terminerai encore en disant que je suis un peu fatigué par, quelque part, ces gens qui ne sont pas des vrais chercheurs et qui sont surtout des historiens. Aussi bien en philosophie que dans d'autres domaines. Ils citent des textes, ils citent ceci, ils citent cela. Et j'ai un peu l'impression quand même que les historiens des sciences et d'autres domaines sont des gens qui sont des chercheurs qui n'ont pas réussi dans leur projet, dans leur carrière. Pas complètement en tout cas.